Bonjour à tous. Au nom de Normandie Maritime et de ses membres, au nom de nos partenaires CCI Business, Logistique Seine Normandie et Sotraban, je tiens à vous remercier et à vous souhaiter à vous remercier de votre présence très nombreux aujourd'hui. C'est un peu impressionnant pour cette journée d'échange dédiée aux services et travaux maritimes et portuaires dans l'éolien offshore. En quelques mots très rapides, quelques éléments de contexte d'abord sur la filière de l'éolien en mer, qui est à la fois la plus prometteuse en termes de rendement et de capacité parmi toutes les EMR, et la plus mature en termes de technologie. La côte normande est particulièrement adaptée aux spécificités de l'éolien offshore posé, puisque nous avons 640 km de côte, une profondeur moyenne assez basse. Sur la partie orientale de la côte, on est une moyenne de 50 mètres, et des vents dominants de secteur ouest relativement forts et réguliers. Voilà, la Normandie possède également des infrastructures portuaires, un tissu d'acteurs économiques, de formation, et une forte tradition maritime. Elle possède surtout une volonté très affirmée, très assumée, de se positionner comme un acteur fort dans cette filière EMR. Toutes les conditions sont donc réunies pour fédérer, structurer, développer, mettre en œuvre cette filière industrielle d'avenir. Et la Normandie assume une vraie ambition d'être un territoire de référence, leader dans ces EMR. Alors pour Normandie Maritime et ses partenaires, notre mission évidemment, qui consiste à valoriser le savoir-faire des entreprises normandes, à favoriser l'émergence de la filière et son déploiement, et à favoriser surtout l'emploi normand, un emploi stable, grâce à cette filière qui a un relais de croissance extraordinaire pour nous. Donc c'est l'objectif de cette journée, de participer à cette mission. Je vais citer notre excellente déléguée générale. Au travers de l'organisation de cette journée, Normandie Maritime, CCI Business et leurs partenaires, ainsi que les donneurs d'ordre qui sont présents aujourd'hui, les donneurs d'ordre associés aux différents appels d'offres en cours et à venir, sont pleinement mobilisés pour accompagner la structuration et la pérennisation de la filière de l'éolien offshore en Normandie. Technologie qui représente donc un fort levier de croissance et d'innovation sur un territoire de haute tradition maritime. Voilà. Nous avions dans notre programme prévu d'accueillir Monsieur Moncani de Saint-Aignan, le président du cluster maritime. Il a le Covid, donc vous l'excuserez. Il vous prie de l'excuser. Lui devait nous présenter un petit peu les résultats de ses travaux sur le potentiel des EMR pour la partie activité de service et travaux maritimes. Donc voilà, on va faire 100 aujourd'hui. On va passer directement du potentiel à la réalité, si vous voulez bien, au cours d'une journée qui va se dérouler avec des temps d'échange et de retour d'expérience ce matin, et puis des rencontres plus personnelles entre vous cet après-midi. Je laisse Delphine donc préciser le déroulement de la journée. J'espère qu'elle sera fructueuse pour chacun d'entre vous. Encore un grand merci, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui tous ici. Merci beaucoup de votre présence. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup, Jean. Donc, effectivement, nous avons malheureusement l'absence de Frédéric Moncani de Saint-Aignan qui devait nous faire nous parler de son rapport qu'il a transmis à Madame la ministre de la Mer sur le potentiel de développement du secteur des services et travaux maritimes dans le cadre du développement des énergies marines renouvelables. Il s'excuse. Alors, ce que je voulais vous dire, cependant, c'est que en introduction, les supports qui vous être diffusés aujourd'hui vont vous être transmis à l'issue de cette réunion. Donc ne vous inquiétez pas, et notamment pour les personnes qui sont dans le fond, il y a probablement des diapositives que vous aurez du mal à lire. Vous les aurez à l'issue de cette réunion. J'en profiterai également pour vous transmettre le rapport de M. Frédéric de Moncani de Saint-Aignan, ainsi que le lien pour revisualiser cette matinée, puisque nous sommes filmés et nous avons avec nous des personnes qui nous suivent en visioconférence.
Sans plus attendre, alors déjà pour vous préciser quand même que j'aurai l'honneur d'animer, de co-animer cette journée avec Éric Masson, que vous connaissez tous, et moi, je suis Delphine Lefrançois, je suis la déléguée générale de Normandie-Maritime. Alors, rapidement, donc la journée, elle va se décomposer en plusieurs temps. Le premier, c'est qu'on va voir ensemble ce matin les actualités et les perspectives des AO1 et AO2. On aura ensuite un petit moment pour se reboire un petit café pour ceux qui le souhaitent. Et on reprendra ensuite dans la foulée avec l'AO4, quelle perspective, avant d'aller déjeuner et de reprendre cet après-midi les B2B. Eh bien, écoutez, je vous invite. Donc, on va commencer avec cette première table ronde AO1, AO2, actualité et perspective. Et je vais demander à Laurence Mag et à Laurent Farvac de nous rejoindre et de s'installer sur la scène. Ils le savent. Donc, merci messieurs donc, de votre présence. Vos sociétés de projet ont respectivement obtenu l'attribution des parcs de Fécamp, Courseulles et Dieppe-le-Tréport. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de la situation à ce jour sur les parcs ? Oui, bonjour à tous et merci à Normandie Maritime et à tous les partenaires de nous donner l'opportunité donc de présenter les parcs actuellement en construction en Normandie. Je vais intervenir en fait. Alors je vous ai mis des photos là parce que c'est des photos de Saint-Nazaire. C'est simplement pour montrer, c'est des photos prises il y a 2 semaines, pour montrer que les premières éoliennes sont montées. Donc la réalité de ce qu'on a travaillé depuis 2012, maintenant est en train de prendre forme et est en train de prendre forme aussi en Normandie. Alors je vais vous parler des 2 parcs que nous avons en Normandie. Le parc éolien de Fécamp, donc rapidement, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Donc les actionnaires du parc éolien de Fécamp, donc EDF Renouvelables, Enbridge et WPD. Le parc éolien de Fécamp, donc une puissance de 500 MW, 71 éoliennes de 7 MW, des fondations gravitaires que vous avez pour certains d'entre vous vues au Havre, un chantier très impressionnant sur le quai de Bougainville. Comme l'a dit Jean Brossolet, c'est un milieu physique adapté, une profondeur donc qui est raisonnable de 30 mètres, vent régulier, et le parc se situe entre 13 et 22 km des côtes. C'est un investissement lourd de 2 milliards d'euros. Il va créer 1400 emplois mobilisés. Il suffit de voir l'usine de SGRE au Havre, qui est en montée en puissance, qui a sorti sa première pale, ou l'usine LM Wind, et tout ce qui se passe sur les différents ports pour voir qu'on atteint ces objectifs annoncés. Il sera mis en service fin 2023. Alors, c'est important aussi d'avoir en tête le plan industriel du parc éolien de Fécamp, donc nos différents partenaires, pour que vous puissiez bien savoir qui sont les clients finaux sur ces projets de parc. Donc les turbines, c'est Siemens Gamesa Renouvelable. Les fondations sur Fécamp, donc c'est un consortium Bouygues, Saipem, Boskalis. La sous-station électrique, les chantiers de l'Atlantique, et les câbles interéoliennes Prysmian. Et à droite, vous avez les différentes implantations. Donc la base de maintenance sera à Fécamp. Vous avez le chantier de construction sur Le Havre, Bougainville, le hub logistique des turbines à Cherbourg. Alors où en est-on sur Fécamp ? Alors sur Fécamp, en fait, pour certains d'entre vous, vous étiez en octobre 2020 au Havre. Le chantier donc, avait démarré en février 2020 et en fait des jalons significatifs ont été franchis et on est en cours de finalisation à la fois des fondations. L'usine, je vous le disais, de turbines est maintenant opérationnelle. Les câbles sont fabriqués
Ils ont été fabriqués en France à Gron et Mottereau. Et la base de maintenance a été inaugurée récemment, donc sur Fécamp. Donc les prochaines échéances pour 2022-2023, ça va être l'installation des fondations et de la sous-station dans le courant de l'été et l'installation des câbles électriques à partir de l'automne pour finaliser l'installation fin 2023. Après 2023, donc on part pour une période d'exploitation maintenance de plus de 20 ans. Alors pour être un peu plus concret, je vous ai mis quelques photos sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les travaux et services maritimes et portuaires. Donc c'est un échantillon. Donc là on voit les travaux. Alors la base de Fécamp est finalisée, mais c'était les travaux donc sur le port de Fécamp. Vous avez aussi une photo des pontons à Fécamp. Une photo. Il y a une très très bonne nouvelle d'ailleurs pour les entreprises. D'ailleurs une entreprise de Normandie Maritime, ça a été la commande à l'automne 2021 de 2 navires de transfert de personnel, donc 2 CTV qui ont été commandés à TSM pour la phase construction et maintenance. Et la construction est en France chez Delavergne. Et des photos d'opérations maritimes plus ponctuelles, donc la campagne bathymétrique qui a été réalisée par notre partenaire avec GIFMAR, ou encore la campagne acoustique qui est très récente. Alors, je suis désolé de monopoliser un peu la parole, mais comme on a 2 parcs en exploitation, maintenant je vais vous parler de Courseulles, sur l'état d'avancement du projet de Courseulles. Donc les actionnaires sont les mêmes, les éléments clés un petit peu différents. La puissance est de 450 MW, donc 64 éoliennes. Le type de fondation est différent, ce sont des fondations monopieux. Et pour le reste, voilà, c'est un parc situé à plus de 10 km des côtes. Le port de maintenance sera ici, enfin ici sera Caen-Ouistreham. Et c'est un chantier qui va générer à peu près 1000 emplois en phase de mobiliser, 1000 emplois en Normandie en phase de construction. Mise en service prévue en 2024. Alors les partenaires sont les mêmes, à l'exception bien sûr des fondations, où notre partenaire pour les fondations est Saipem. J'ai oublié de dire que bien sûr pour ces 2 parcs, le raccordement est sous maîtrise d'ouvrage RTE, ce qui donne aussi des opportunités à tous les travaux liés au raccordement. Donc vous avez sur la droite avec la carte de France les différentes implantations. Les turbines seront fabriquées bien sûr au Havre, chez Siemens Gamesa Renouvelable, avec le hub d'ailleurs qui va être au Havre aussi. Sur Cherbourg, il y a une base pour les fondations, une base provisoire, une base d'installation de fondations donc de Saipem. Et vous avez le port de maintenance donc situé à Caen-Ouistreham. Alors là, on est dans une phase de fabrication des composants. Il y a à peu près un décalage de 1 an par rapport à Fécamp. Donc vous pouvez voir, parce que pour ceux qui se diraient on ne voit rien du tout au niveau de Courseulles, vous avez tout de même des images là qui vous montrent des avancées significatives. Donc la sous-station de chantier de l'Atlantique en fabrication, c'est des photos à peu près de mars, donc très récentes. Vous avez aussi la fabrication, on voit des plateformes intérieures, donc des fondations, c'est la 2e photo. La fabrication des câbles, des pièces de transition, et en ce moment même, le navire Sea Installer de Démé qui réalise des opérations de pré-piling. Donc la fabrication est très avancée. Cette année, donc qu'est-ce qui se passe au Havre? Il y a la finalisation de l'usine de construction des éoliennes. À Caen, la construction de la base de maintenance a été lancée. Les fabrications à terre, donc avec les photos. Le RTE est en train de réaliser son raccordement à Bernières et il va y avoir à suivre des installations en mer. Là, c'était plutôt sur l'Estrance ce qui a été réalisé. Et on est en train de réaliser le pré-piling. Et donc en 2023-2024, ça sera la finalisation des fabrications, la finalisation de la base de maintenance et les opérations d'installation en mer, de fondation, de câbles et d'éoliennes. Mise en service en 2024, là encore, pour une exploitation pendant plus de 20 ans
à partir de 2024. Alors voilà juste quelques exemples de photos. Le raccordement RTE sur Bernières, là, les photos en haut à gauche. Des travaux sur l'avant-port de Ouistreham avec la base de maintenance. Je vous ai mis aussi des photos d'opérations maritimes, puisque c'est le thème de la journée, donc de récent. Donc la campagne UXO, réalisée pour GTEC avec l'aide de TSM en septembre-octobre 2021. Un déploiement d'une bouée, de la seconde bouée Nortec. Et vous avez aussi en ce moment même, pour le pré-piling, donc la mobilisation d'un guard-vessel de STO Logistique en avril 2022, la mobilisation pour Benjamin Bon Travaux Maritimes BBTM du Croc-Dur qui fera l'antipollution pour les opérations de pré-piling, et aussi de multiples opérations en suivi environnemental avec Cinet et Normandie Offshore Service, TBM avec CERES, et des travaux d'acoustique en cours. Et pour terminer, juste si vous passez le long du littoral, donc le bateau de pré-piling, le Sea Installer, a terminé ses travaux sur Fécamp et il enchaîne par Courseulles. Oui, juste un petit rappel. Donc on est devant un parterre de spécialistes. Néanmoins, si tu pouvais faire un rappel sur le pré-piling, l'expliciter un petit peu et rappeler ce que veut dire l'acronyme UXO. D'accord. Alors, UXO, c'est Unexploded Ordnance. C'est en fait la recherche des engins explosifs liés qui peuvent être des dangers. Donc, il faut les détecter et nettoyer la zone de ces engins explosifs. Et pour ce qui est du pré-piling, c'est une opération, on voit d'ailleurs sur la photo en haut à gauche, on voit qu'il y a un cadre, enfin ça s'appelle un template ou un frame qui permet de réaliser un gabarit en français, merci Eric, donc un gabarit qui permet de faire la réalisation de forage pour les pieux qui vont après accueillir le jacket de la sous-station. Donc on est en train de faire cette opération sur Courseulles de réalisation du pré-piling, donc qui permettra après de recevoir la sous-station. En termes de planning, la sous-station de Fécamp, il est prévu qu'elle soit posée cet été. Par contre, sur Courseulles, c'est la même chose que sur Saint-Nazaire, c'est d'une année sur l'autre. Donc, ça sera réalisé la pose de la sous-station. Vous avez vu qu'elle n'était pas encore totalement terminée, hein. Donc, ça sera réalisé l'été prochain. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Avant de passer la parole à Laurent Varvac pour le parc Dieppe-le-Tréport, j'ai omis de vous préciser que vous aurez un temps à l'issue de cette conférence pour poser les questions aux intervenants. Laurent, je te laisse la parole. Déjà, je souhaitais remercier Normandie Maritime, CC Business et tous les partenaires pour l'organisation de cet événement et cette invitation. Et tout particulièrement Delphine et Eric pour la préparation de cette présentation. Avant de partir sur le planning actualisé du projet, je voulais vous donner également quelques éléments sur le projet Dieppe-le-Tréport. Donc on est sur un parc qui fera on aura 62 éoliennes de 8 MW chacune, donc 496 MW installés au final, sur un type de fondation encore différent pour le coup, comme ça on aura les trois représentés. Donc on est sur des fondations de type treillis métallique et un parc. Parce que généralement, c'est juste qu'on a les correspondances. Donc Jacket, voilà. Pour le coup, vu qu'on n'utilisait que des termes français, je me suis dit... Ça, on a les deux, parce que comme on a un mélange de franglais dans le domaine des énergies marines, une fois on dit en français, mais on dit pas non, comme ça on a le dictionnaire complet. Le dictionnaire complet, effectivement. Et du coup, un parc qui sera environ entre 15 et 17 km des côtes de Dieppe et du Tréport. Par rapport au planning, moi, ça fait 6 ans que je suis arrivé sur le projet. Le planning, à l'époque, on pensait avoir un parc qui démarrait en 2021. Il y a eu pas mal de péripéties, pas mal d'événements qui ont fait que le planning s'est décalé dans le temps. Et je remercie d'ailleurs l'ensemble des entreprises normandes d'avoir eu cette patience pour attendre justement l'ensemble de ces décalages. Aujourd'hui, on est sur un planning où on estime le démarrage du parc en 2026.
On est sur un planning qui, pour le coup, vu qu'on arrive proche de la date butoir, devrait ne plus trop bouger. Donc c'est quelque chose qui est déjà une réussite aujourd'hui, de pouvoir communiquer sur un planning plus précis. On est actuellement sur une phase de finalisation des négociations avec nos principaux constructeurs et installateurs. Donc on a commencé les négociations bien évidemment il y a un certain temps. On souhaite et on estime pouvoir signer les contrats avec l'ensemble de nos installateurs et fabricateurs d'ici à septembre de cette année. Donc sur les lots sous-station électrique, fondation, câbles interéoliennes, sachant que également nos éoliennes les machines elles-mêmes vont être fournies par les usines de Siemens Gamesa Renewable depuis Le Havre. Une fois ces sous-traitants identifiés avec qui on aura signé des contrats, nous organisons également un événement sur ce même format avec l'ensemble des entreprises locales et nos sous-traitants dits de rang 1, donc les entreprises qui font l'installation et la fabrication des composants, pour vous introduire à ces entreprises, vous expliquer un petit peu comme ce que fait Laurent aujourd'hui avec EDF, qui est qui et qui va faire quoi de façon plus précise. Par rapport à nos activités actuelles, on est dans une phase aujourd'hui d'état de référence. Donc on a des campagnes en mer pour établir les espèces en présence sur le site avant la construction. Donc c'est une phase qui va durer sans doute jusqu'à milieu d'année prochaine, qui a commencé en début de cette année, et qui sera ensuite suivie par une phase de détection et enlèvement des engins potentiels explosifs qui sont aussi sur site, parce que sur ce site-là également, on a des obus potentiels de la précédente guerre mondiale qui sont en présence. Et il faut absolument que l'environnement soit sain avant de commencer les installations. Et du coup, avant l'installation, il y aura une phase de fabrication entre 2023 et 2024 de l'ensemble des composants du parc, et une phase d'installation qui est prévue entre 2024 et 2025 pour idéalement commencer l'exploitation du parc début 2026, si tout va bien. Merci Laurent. Oui, bon, tu as expliqué effectivement les opportunités, donc c'est pas grave. On va... pardon, comme je suis la gardienne du temps, voilà, pardon pour la petite sonnerie. Il nous a paru important de faire témoigner une entreprise qui a travaillé, une entreprise des services portuaires qui a travaillé pour l'un ou les parcs que l'on vient de nommer. Et je vais donc inviter Arnaud Dehonte de Cherbourg Manutention à rejoindre la scène et de nous faire un peu ton témoignage par rapport aux différentes activités que tu as pu mener pour les parcs. Bonjour à tous. Donc oui, Arnaud Dehonte, Cherbourg Manutention, qui a travaillé, qui travaille encore, et qui travaillera, j'espère bien, et qui va travailler. Donc nous sommes manutentionnaires. Manutentionnaires sur le port de Cherbourg. On s'est intéressé aux EMR dès 2008. On travaillait avec différentes sociétés dans les tout premières études de positionnement. Et à la demande de Port de Normandie à l'époque, Port Normand associé à l'époque, Port de Normandie maintenant, nous nous sommes installés en manutentionnaire portuaire sur le port de Cherbourg dès 2013. Et nous venons de doubler nos effectifs là, sur les premiers mois de l'année, vu tous les contrats que nous sommes en train de développer. Donc spécialiste du colis lourd. On sort un peu du périmètre purement manutentionnaire portuaire. C'est pour ça que j'ai mis la pale LM Win, puisqu'on fabrique les plus grandes pales du monde à Cherbourg. Il faut le savoir, s'il y a ce genre de composants. Et on intervient également dans l'usine pour les manutentions complexes. Sur les champs qu'on vient de voir, la petite photo là, de la petite chargeuse qui de près est beaucoup plus grosse, c'est les pyramides de sable qu'on a commencé à faire pour Saipem sur le projet de Courseulles. On verra tout à l'heure sur le port de Cherbourg. On avait 39 hectares qui avaient été faits par Port de Normandie il y a maintenant quasiment une dizaine d'années, en espérant être prêts pour les premiers appels d'offres. Mais vu que les premiers appels d'offres ont bien tardé, ils sont restés vides un grand nombre de temps. Et jusqu'à mi-novembre, on a mis le premier coup de pioche et on a préparé 7 hectares pour Saipem. 7 hectares sur lesquels on va recevoir 300 000 tonnes de matériaux pour les fondations de Courseulles. Donc pendant un an, on reçoit le matériau.
On va recevoir des pièces de 100 tonnes à partir de cet été. Et l'année prochaine, tous les 3 jours et demi, on chargera un bateau avec 4000 tonnes de matériaux et une pièce de 100 tonnes pour la partie fondation. Ça, c'est les parties qu'on ne verra pas, c'est ce qui est au fond de la mer. J'ai promis un petit... Les EMR, c'est pas seulement l'éolien, on a également l'hydrolien sur le port de Cherbourg. On a fait les 2 campagnes de Open Hydro et de CMN HydroQuest, qui est dans la salle d'ailleurs. Donc, le port de Cherbourg, on a une vue aérienne assez récente, mais qui date juste avant le lancement des travaux. Donc au niveau de l'usine LM Wind, on a un gros avantage à Cherbourg, c'est vraiment un port accessible toute heure du jour et de marée, avec 14 mètres de tirant d'eau sur les quais lourds. Des quais lourds à 15 tonnes mètre carré. Les arrière-quais, on arrive à 15 tonnes mètre carré avec très peu de préparation, ce qui fait qu'on a des coûts de génie civil très faibles pour amener des zones de stockage à 15 tonnes mètre carré. Un linéaire de quai qui a été occupé, alors là c'est en 2021, on a un champ qui n'est pas normand, qui est le champ de Saint-Brieuc, mais qui a eu des retombées sur le port de Cherbourg. Donc là c'est notre concurrent qui gère depuis l'année dernière les piles de fixation des jackets du champ de Saint-Brieuc. Donc ça a fait une grosse activité sur toute l'année dernière et qui se poursuit cette année avec Van Ord. Et on voit le stockage sur les andins. Donc j'ai arrondi légèrement les chiffres, une centaine d'hectares de terre-plein complète et 50 dédiés aux EMR. Dedans, j'inclus l'usine LM Wind, que l'on voit ici au premier plan, et les 39 hectares de la zone arrière qu'on a commencé à bien remplir. Donc sur le début de l'année, je dis, on a reçu les matériaux pour Saipem. Boskalis a également amené ses matériaux. En gros, on va avoir 5 à 600 000 tonnes de matériaux qui vont venir. Tout ça, c'est des matériaux des carrières normandes qui arrivent. Donc c'est des choses auxquelles on ne pense pas. On voit les éoliennes, les composants, les jackets, et les pièces qui sont fabriquées même un peu à l'étranger, comme les monopiles. On a également plein de matériaux qui viennent... et qui font du travail dans l'activité. Donc c'est un peu ce que je voulais illustrer. En fait, à part les gros composants qu'on voit qui visualisent les éoliennes et leurs fondations, c'est toutes les retombées locales auxquelles on ne pense pas, mais qui amènent un paquet de chiffres d'affaires et d'heures de travail. C'est des locations de matériaux lourds. Donc là, on travaille beaucoup avec Sarens, qui est basé à Cherbourg, et pour les grosses grues et les SPMT, les Safe Propel Mobile Trailer, les petites remorques qu'on voit en dessous, qui portent là, notamment la pale, mais qui portent également les nacelles. C'est lui qui fait par exemple aussi les fondations de La Rochelle, qui déplace toutes les monopiles de La Rochelle. Et on est en train de travailler pour faire la même chose sur Cherbourg l'année prochaine. Location de matériel de TP avec Bossir, qui a, je crois aujourd'hui, doit avoir 5 ou 6 chargeuses et pelles sur le port de Cherbourg, qui travaillent en deux postes pour Boskalis et pour Saipem pour nous. Terrassement, génie civil, Colas, Eurovia, quand on prépare 7 hectares, c'est 500 000 euros de chiffre d'affaires de préparation. Et après, mise à disposition de personnel avec des sociétés qui, pour mettre du personnel en études, mettre du personnel en QHSE, parce qu'ils gréent carrément sur le hub une base vie avec du personnel, et ils n'amènent pas tout le monde, donc il faut aller fournir ce genre de personnes. On est sollicité pour faire appel aux sociétés locales qui peuvent faire ce genre de choses. Alors, bien sûr, des travaux auxquels on ne pense pas, mais il y a beaucoup de soudage et de petites constructions métalliques. Quand je dis petites, c'est pas anodin, c'est préparer un bateau pour recevoir par exemple l'hydrolienne. Ça a été 150 heures de soudage en 2 jours. Donc des équipes de 10 personnes. Et sur Cherbourg, ce qui surprend des fois les armateurs agréablement, c'est qu'on est capable de faire des modifications de navires et les remettre en état après départ de l'opération avec les certifications DNV ou BV. C'est-à-dire qu'on a des stocks de tôle agréés et on a les soudeurs agréés et on peut refaire le dossier de certification. Donc le bateau repart avec son dossier de modification de classe qui est remis à jour. Et ça, notamment des Norvégiens s'y attendaient pas du tout à ce qu'on puisse faire ça sur Cherbourg, mais ça fait de grosses retombées également. Bien sûr, après, des services échafaudage, électricité, beaucoup de transport. Vous imaginez 500 000 tonnes de matériaux. Malheureusement, ils arrivent par camion. On n'a pas encore le rail qui permet de desservir, mais ça fait des nourriers de camions tous les jours. Travaux subaquatiques, contrôle dimensionnel, CND sur les soudures. Base vie, groupe électrogène, compresseur, nettoyage industriel, gestion des déchets, tous ces points-là, services informatiques, télécom, on nous demande des serveurs, on nous demande des bases Wi-Fi ou des choses comme ça pour alimenter les bases vie. Hôtellerie, restauration, taxi, c'est aussi des points où on ne pense pas, mais un navire qui va avoir 40 personnes qui se relaient tous les 20 jours ou 15 jours, c'est 40 personnes qui repartent prendre l'avion à Paris. C'est à gérer tout ça avec des sociétés de taxi,
Donc ça amène énormément de retombées. Un dernier point, le port de Cherbourg fonctionne H24 7/7. Alors juste pour donner un ordre d'idée, c'est que si vous offrez une personne qui va vous offrir une fonction ou un service en H24 7/7, c'est 5 emplois. Donc ça vous donne une idée de l'effet de boule de neige du recrutement et du déploiement que peut avoir une amenée d'activité. D'où la croissance qui est en ce moment en recrutement de dockers, de personnel dans divers et variés pour tout le démarrage qui est en train de se faire. L'avenir à court terme, mis à part les points qu'on a vus là sur les fondations, c'est l'arrivée de Siemens au 1er janvier. J'en ai pas parlé, mais sur les travaux du port de Cherbourg, on a toute la zone qui est en préparation, là, qui a commencé aussi cette année, pour accueillir le hub des éoliennes du champ de Fécamp. Donc nacelle, pales, pièces de mât, ça va faire 20 machines complètes qui vont être stockées, qui vont commencer à arriver en janvier et qui repartiront après sur le navire d'installation. Voilà. C'est les retombées en local et ce qui arrive dans nos ports normands par le démarrage des EMR. Alors merci beaucoup Arnaud, qui donc porte haut les couleurs de la Normandie et en particulier de Cherbourg avec un enthousiasme qu'on connaît. Et merci beaucoup d'être entré dans les détails des retombées. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans l'évocation des grands titres. Il y a des chiffres, il y a le détail de ce qu'impliquent en fait des opérations, puisqu'on parle souvent des grands lots, mais là on rentre dans le détail, il y a toute l'arborescence des besoins et de la façon dont ces besoins sont couverts, puis de s'apercevoir que de préparer une surface sur un port et tout ça, finalement... ça représente un vrai service avec un vrai chiffre aussi de services marchands au bout. Et ça, c'est souvent des choses qu'on ne dit pas. Et donc, c'est vraiment l'occasion dans ce genre d'événement de rentrer un petit peu dans le détail et de prendre la mesure de certaines choses au-delà de la communication générale sur le sujet. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ça. Et donc, tu as commencé à parler un petit peu de l'avenir et donc, on va redonner la parole à nos deux intervenants, les deux Laurent, chacun pour donc leur groupe, pour leur société de projet, pour justement nous esquisser un petit peu l'avenir, parce qu'une des raisons pour lesquelles les gens sont là ce matin, le passé, présent, tout ça, c'est bien déjà, mais c'est bien aussi de savoir ce qu'il va y avoir à manger bientôt. et donc, on est à l'écoute et on va écouter avec gourmandise. Oui, alors déjà, je voulais réagir sur l'exposé d'Arnaud, qui était très intéressant. Et plus que le nom pouvait évoquer de Cherbourg Manutention et Manutention, c'est aussi un travail d'agence maritime qui fait tout un tas de prestations qu'on a vues, qui sont extrêmement longues. Et effectivement, sur le port de Cherbourg, entre le hub de Fécamp, les préparations de sol de Boscalis pour Fécamp, le Saipem, Elmarine aussi avec Saint-Brieuc, ce qu'on y passe, c'est assez impressionnant. Et j'invite tout le monde à jeter un coup d'œil maintenant sur l'activité qu'il y a sur le port de Cherbourg et le port du Havre aussi d'ailleurs, où c'est aussi très impressionnant. Alors les opportunités pour les sociétés de projet, comme la phase d'exploitation maintenance se rapproche, en particulier pour Fécamp, fin 2023, les organisateurs m'ont demandé de faire un petit focus pour qu'on puisse anticiper et parler d'exploitation maintenance. Donc là, je vais vous parler des opportunités rapidement de construction, mais on ira un petit peu plus dans le détail sur exploitation maintenance. Alors, sur les sociétés de projet de Fécamp et de Courseulles, donc il y a des opportunités au niveau de la construction de supports nautiques pour la phase d'installation en mer. Alors, sur Courseulles, il y aura, alors je vais traduire l'anglicisme, guard-vessel, c'est chien de garde, navire chien de garde, qui assure la sécurité maritime et donc évite que les usagers pénètrent sur la zone de construction. Donc un guard-vessel long terme sera présent à partir de février 2023. Donc voici une opportunité pour les armateurs normands.
Il y a un besoin permanent de CTV. On a vu que pour Fécamp, c'était déjà attribué, mais pour Courseulles, à partir de fin 2022, début 2023, il y aura à la fois besoin d'un CTV permanent pour la phase construction et d'un CTV il y aura le lancement d'une consultation pour un CTV dans la phase maintenance. Alors, il se peut que les deux besoins soient joints. Comme ça avait été le cas sur Fécamp, ça n'est pas encore déterminé. Donc voilà des opportunités de navires de transfert. Retour d'expérience du chantier de Saint-Nazaire, mais aussi de tous les projets à l'international, il y a besoin de beaucoup de renforts ponctuels de navires de transfert et de chiens de garde. Ensuite, il y a tout ce qui est suivi environnemental, qui fait bosser les armateurs pour le suivi environnemental. Actuellement, les bureaux d'études sont désignés. La prochaine consultation, c'est en 2024, puisque le suivi se fait tout le long de la vie du parc. Donc il y a des besoins ponctuels, bien sûr, de plongeurs, de ROV. Alors ça, c'est des opérations spécifiques. Il y a d'autres opérations, on le voit sur la phase mise en service. Il y a des opportunités de supervision de la mise en service, des opportunités dans le domaine du HSE, on en a parlé, des représentants clients, ce que nous on appelle les clients rep, alors pareil, c'est des anglicismes, je suis désolé Eric, des Marine Warranty Surveyor. On a aussi beaucoup au niveau nous de la maîtrise d'ouvrage, de contrôle qualité. Donc il y aura toutes ces opportunités. Je voulais juste souligner qu'il y a aussi en ce moment des AMI qui sont lancés dans le cadre de financement ADEME et aussi dans le cadre de France Relance, des AMI d'innovation. Alors c'est plutôt orienté éolien flottant. Mais il y a tout de même, l'État a annoncé 300 millions d'euros d'aide sur les projets d'innovation. Nous, on est particulièrement intéressés de les accompagner, en particulier pour la phase exploitation-maintenance sur laquelle on sera présent pour 20 ans. Donc, tout un tas de sujets, des drones, des AUV, alors Autonomous, vaisselle, etc. Donc c'est un peu des ROV totalement autonomes. Dans le domaine du suivi environnemental, du monitoring, des traitements de données. Donc là, je dirais, je ne vais pas faire une liste, mais tout ce qui est innovation, n'hésitez pas à nous faire part de vos projets parce qu'il y a des relèves pour ces appels à manifestation d'intérêt tous les 6 mois. Donc nous, on peut vous aider à valider le besoin, un petit peu d'expertise métier. Hein, c'est-à-dire on vous dit un petit peu ce qu'on pense ou quels sont nos besoins. Et évidemment, on a un petit avantage, c'est comme on a des sites existants et gagner d'autres sites, on peut mettre à disposition, éventuellement, ça peut aller jusqu'à mettre à disposition un site de démonstration qui sera en fait le parc comme démonstrateur de vos innovations. Alors, quelque chose d'important, un message, la plupart des opportunités, elles ne sont pas liées aux sociétés de projet. Elles sont liées, je regarde dans la salle, elles sont liées à nos partenaires de rang 1 industriels. C'est-à-dire que moi, je vous ai cité nos besoins, mais tout à l'heure, vous avez vu qu'on avait des partenaires de fondation, et Arnaud l'a bien montré, les opportunités de travaux qu'il a eues, c'est avec Saipem, c'est avec Boskalis, c'est avec LM Wind. Et cette activité donc, qui est le long de la chaîne de valeur un peu plus éloignée de nous, elle est extrêmement importante et c'est là qu'il y a beaucoup de besoins. On le voit sur Saint-Nazaire où nous, on a besoin d'un ou deux navires de transfert. En phase construction, nos partenaires vont en contracter 10. Alors, c'est des besoins ponctuels, il faut arriver à les approcher. C'est des acteurs étrangers qui viennent des fois ou français, hein, mais qui viennent pour le projet. Donc, essayez de vous faire référencer. On est là pour ça, pour vous mettre en contact auprès de ces partenaires industriels. Et là, les besoins sont plus variés. Vous avez des navires de transfert, mais aussi des navires de travaux type multicat. Vous avez tout bêtement, les chiens de garde, on en a besoin, RTE aussi. Vous avez du remorquage, vous avez des barges, vous avez des services de plongeurs aussi qui peuvent être demandés. Donc beaucoup de besoins. La logistique portuaire, on l'a vu avec manutention colis lourds, agence maritime, le sea fastening. Alors, le sea fastening en français, saisissage, c'est toutes les opérations de soudage, modification de bateaux pour fixer les pièces. Des modifications, réparations navales. On l'a vu sur Saint-Nazaire, des bateaux ont été modifiés
pour les besoins d'un projet, et ça s'est fait dans des chantiers en France, hein, c'était l'exemple là, du câblier Travaux-Océan, et puis des besoins chez nos partenaires aussi d'assistance technique, de HSE, de QAQC, etc. Je donne par exemple un exemple avec nos partenaires. Il y a Jean-François Martin et Frédéric Petit dans la salle qui représentent Siemens Gamesa. Il y a des AMI CCI Business en cours sur des opportunités de navires de transfert, par exemple, et de services d'agences maritimes. Donc n'hésitez pas et aussi à consulter souvent CCI Business où on essaye nous et nos partenaires, de vous permettre d'anticiper en phase de ce qu'on appelle RFI, c'est-à-dire de sourcing, d'AMI préalable à une consultation, à une demande de cotation. Alors je vous parle 5 minutes de la phase exploitation, 2 minutes, de la phase exploitation maintenance, désolé. Alors phase exploitation maintenance, je vais vous donner l'organisation prévisionnelle type d'un parc tel que les parcs AO1 qu'on a gagnés, c'est-à-dire Saint-Nazaire, Fécamp, Courseulles. C'est ce qu'on est en train de mettre en place sur Saint-Nazaire. Il y aura peut-être des adaptations, mais c'est l'organisation qu'on a prévue. Donc en fait, les bases de maintenance à Fécamp et à Ouistreham, elles vont accueillir les équipes locales, alors bien sûr de chez nous, mais aussi principalement du turbinier, qui a un contrat long terme. Vous le voyez, les éoliennes, la maintenance est assurée par notre partenaire Siemens Gamesa. La durée du contrat, j'en parlais ce matin, c'est de l'ordre d'une quinzaine d'années, donc j'avais mis long terme pour ne pas dire de bêtises, donc c'est 15 ans. Donc voilà, sur la partie technicien de maintenance éolienne, donc ce seront des techniciens et GRE basés à Fécamp et à Caen-Ouistreham. Le poste électrique en mer, donc nous avons contractualisé sur 5 ans avec Chantier de l'Atlantique, qui va principalement s'occuper des niveaux 3 et 4 de maintenance. Et nous avons des équipes sur les niveaux 1 et 2 de maintenance, de préventive et corrective de niveau 1 et niveau 2. Donc là, vous aurez double intervention, et on a des équipes de techniciens, mais en plus petit nombre que pour les éoliennes, qui seront des sociétés de projet, donc d'EDF Renouvelables et de ses partenaires, qui assurent la maintenance de ce qu'on appelle encore un anglicisme, et ça vous permettra de comprendre le balance of plant, c'est-à-dire tout sauf les éoliennes, c'est-à-dire dans notre cas la sous-station, les câbles et les fondations. Les fondations, on fait la maintenance en interne et on sous-traite pour les grues. Pour les câbles, c'est des inspections sous-marines, des campagnes d'inspection sous-marine. Donc rapidement, je ne vais pas toutes les passer, mais c'est tout de même intéressant que vous voyez la variété. C'est un petit peu comme tout à l'heure, on voyait les activités sur le port de Cherbourg. Il y a une variété d'activités en maintenance et d'opportunités qui vont être sous-traitées. Donc vous voyez par exemple le support à la base, tout ce qui est entretien, gardiennage, logistique, informatique, consommable, c'est un peu ce que disait Arnaud, mais pas pour la phase construction, pour la phase maintenance, donc à Fécamp et à Caen. Les contrôles réglementaires, on a des contrôles réglementaires sur tous les éléments pratiquement du parc. La formation, opportunité importante. Il faut en permanence renouveler les habilitations et former à la fois aux travaux en hauteur, mais aussi à la survie en mer. Les prévisions météo, le suivi environnemental qui a lieu tout le temps, les navires de transfert, on en a parlé, prochain appel d'offres début 2023 pour Courseulles, la maintenance des sous-stations, il y a plein de choses spécifiques, sécurité incendie, groupe électrogène, les grues, donc ça c'est aussi susceptible d'être sous-traité. La maintenance des fondations, on a parlé d'inspection sous-marine, mais il y a aussi tout de même les grues liées aux fondations, plus des inspections visuelles aussi de la partie émergée de la fondation. Vous avez des analyses de données, donc je ne vais pas être exhaustif, et aussi beaucoup de peinture et de traitement de surface. C'est-à-dire que sur les fondations, sur même la sous-station, vous avez nécessité de faire de la maintenance anti-corrosion. Et j'en ai terminé.
Et tu vas pouvoir passer le micro. Ah bah non, non, c'est bon, il l'a déjà. Il a le sien. Donc, Laurent Farvac. Alors, pardon. Ah, tu vas trop loin. Du coup, les opportunités du projet, on va sensiblement retrouver les mêmes choses que Laurent a déjà décrit. Donc deux phases de projet, les travaux d'installation du parc qui évidemment vont amener pas mal d'activités maritimes et portuaires en Normandie, et ensuite la partie opération et maintenance. Je pense que, sans reprendre un peu ce qui a déjà été dit par Laurent, par rapport à nos parcs, l'implantation et la localisation des activités va dépendre de la sélection de nos fournisseurs de rang 1, notamment pour l'installation, mais aussi pour la fabrication. Aujourd'hui, dans les scénarios d'installation, pour la partie des fondations notamment et des câbles, on ne construira pas les éléments en France. Par contre, le fait de ne pas construire en France nous oblige en quelque sorte à avoir des ports intermédiaires de stockage où on pourra stocker les pièces pour faciliter l'installation ensuite sur site. Et dans ce cadre-là, on a deux ports de prédilection qui sont envisagés, celui de Cherbourg et du Havre, du fait de sa proximité avec le parc de Dieppe-le Tréport. Et du coup, on retrouvera sur ces ports donc toutes les activités qui y sont liées, donc les services portuaires. Ensuite, on aura la logistique maritime avec les bateaux donc de type donc bateau chien de garde, les bateaux de transfert de techniciens qui seront sollicités pour les travaux d'installation. Il y aura toute la partie manutention également, de chargement des pièces sur les bateaux. On aura également des travaux de dragage à réaliser, d'ensouillement des câbles qui vont connecter les éoliennes entre elles, parce que sur ce site, on envisage d'ensouiller 98% des câbles qui vont connecter les éoliennes entre elles et d'avoir un enrochement à 2%. En fait, on va mettre des rochers principalement sur les lieux de jonction avec les fondations de type jacket. Il y aura également des opérations de survey. Donc, on a déjà fait ce type d'opération précédemment, des opérations donc géophysiques pour le coup pour déterminer la nature des fonds marins. Là, ces opérations-là, c'est un peu comme quand vous construisez votre maison. Avant d'arriver sur place, il faut que le site soit propre. Donc là, on aura des robots qui vont arriver juste avant la phase d'installation pour vérifier qu'il n'y a plus d'engins explosifs sur site ou plus de structures métalliques qui pourraient déranger l'installation. Et à la fin des travaux, même concept, on vérifie qu'on n'a pas laissé des outils derrière. Donc voilà par rapport à cette partie travaux d'installation du parc. Pour la partie maintenance, on a un projet en cours qui est d'actualité, qui est l'aménagement et la construction de notre base de maintenance qui sera basée à Dieppe au niveau des graves de mer. Donc là, on est en cours de sélection de notre cabinet d'architectes qui, pour le coup, sera de la Seine-Maritime. On a sélectionné et identifié que des entreprises, grâce à Eric Masson notamment, que des cabinets qui sont proches et en Seine-Maritime notamment. Et là, derrière, effectivement, il y aura des activités de construction, des activités de dragage, parce qu'on a un tirant d'eau faible sur cette localisation au niveau des graves de mer, qui sera sans doute géré par les ports de Normandie. Et à côté de ça, ensuite, il y aura toute la logistique liée aux activités de maintenance. On aura des travaux de contrôle visuel avec des drones, de contrôle sous-marin avec des plongeurs pour vérifier que les installations sont toujours en bon état. Et enfin, on terminera par effectivement d'une assistance maritime pour transférer le personnel sur site, parce que ça se fera principalement par bateau. Il y aura très peu d'opérations en hélicoptère, sauf cas d'extrême urgence, mais les transferts de personnel sur le site de Dieppe, qui est assez proche des côtes, se fera essentiellement par bateau. Les autres activités, on en a parlé déjà un peu précédemment. Donc on a des campagnes UXO qui vont commencer l'année prochaine. En principe, on doit se mettre d'accord avec les pêcheurs sur la période qui impactera le moins leurs activités. Donc les discussions devraient reprendre sur le sujet. Elles avaient été interrompues depuis 2020. Le suivi environnemental qui a commencé et qui se terminera l'année prochaine. Et enfin, à la fin de l'exploitation du parc, on aura une phase de déconstruction ou pas. Ça dépendra de ce qui sera décidé à ce moment-là par nous et par les services de l'État.
Merci beaucoup. Vous avez tous les deux parlé de référencement. Donc il nous semblait important également, même si pour certains d'entre vous c'est déjà des choses que vous connaissez, ça fait toujours du bien d'avoir une petite piqûre de rappel. Et pour ce faire, je vais inviter Yasmine Yourdoussef à nous rejoindre sur la scène et nous présenter un petit peu le process achat et le référencement au sein des sociétés de projet que vous avez. Bonjour à tous, donc Yasmine Yourdoussef, responsable achat éolien offshore pour le groupe EDF Renouvelables. Je suis donc depuis bientôt 9 ans au sein d'EDF Renouvelables, toujours à la direction des achats, et j'étais en charge notamment des premiers achats pour nos parcs éoliens en mer depuis le tout début. En charge également des achats pour nos projets à l'international, donc pas uniquement en France, mais également à l'international. Et donc, je vais insister sur le fait de se faire présenter auprès de l'entreprise pour avoir aussi accès à nos autres projets offshore à l'international. Alors, rapidement, je vais vous présenter la stratégie achat et le process achat d'EDF Renouvelables. C'est un processus assez similaire à d'autres grandes entreprises, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Le process, donc, il démarre avec la définition du besoin, avec cinq étapes clés de validation, donc de la définition du besoin au sourcing, à la recherche des fournisseurs, à la qualification, au lancement de la consultation, jusqu'à la contractualisation. Donc c'est un processus assez simple, mais qui nous permet, nous, d'optimiser nos coûts, nos délais, la qualité des offres que nous recevons au travers différentes étapes de revue interne et de validation. Ce qui est important de préciser sur ce processus, c'est qu'il est modulé, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout avoir les mêmes exigences ou les mêmes typologies de contrats, ou même ce processus coût-long en fonction de l'achat. C'est-à-dire que pour un achat inférieur à 100 000 euros ou pour un achat inférieur à 400 000 ou plus d'1 million d'euros, bien évidemment, ce processus va être adapté pour permettre notamment aux PME et TPE d'avoir accès à nos différents marchés. Donc ça, je le préciserai aussi par la suite. Aussi, une autre chose très importante, donc, le groupe EDF a en place un portail achat unique, c'est-à-dire qu'on a donc notre propre plateforme interne qui est disponible et en ligne, qui nous permet de gérer tous nos achats de façon électronique et instantanée, et qui vous donne accès à toutes les activités, tous les marchés du groupe EDF Renouvelable, mais également des filiales du groupe EDF. Donc c'est une base unique de référencement. Il suffit de se préenregistrer sur ce portail et vous aurez donc accès aux différentes consultations du groupe EDF Renouvelable et des filiales du groupe EDF. Alors, je ne vais pas trop insister sur les conditions de préqualification. Donc, pour faire partie de nos consultations, bien évidemment, il faut se faire référencer, donc se faire connaître. Et donc, vous aurez nos contacts par la suite. Qu'est-ce qui est important de noter, c'est que donc on va avoir certains critères pour avoir accès à nos consultations qui sont très clairement spécifiés dans nos AMI, dans nos publications, dans nos consultations. Donc, il ne faut pas hésiter à bien regarder. Et donc, s'il y a des incertitudes, nous contacter pour avoir des renseignements. Mais donc, principalement, ce qu'on va regarder, c'est l'aptitude technique, donc les compétences et capacités techniques des fournisseurs et des sous-traitants à répondre à notre besoin entier et donc complet. Donc la complétude du besoin est assez importante. Et puis donc on aura d'autres critères, la santé financière au travers l'analyse des bilans, les indicateurs santé-sécurité, le plan de management santé-sécurité de l'entreprise. On va demander parfois des certificats pour la partie éthique et conformité. On va aussi regarder l'investissement de l'entreprise au développement durable. Donc ça aussi, c'est assez important. Et bien évidemment, la qualité. Donc on va vraiment faire attention à certains aspects. Mais encore une fois, ces besoins, ces requis sont vraiment modulés en fonction du marché. Et on n'aura pas du tout les mêmes typologies de critères de sélection sur nos marchés. Alors, comment travailler avec le groupe EDF Renouvelable et donc maximiser les opportunités pour travailler avec nous? Alors, inscrivez-vous sur le portail achat du groupe EDF. Comme j'ai dit, c'est accessible à tous. C'est une plateforme en ligne. Ça vous permet de vous référencer sur cette base unique et avoir accès à toutes nos consultations. De plus, la majorité et quasiment toutes nos consultations sont publiées sous forme d'appel à manifestation d'intérêt à la CCI ou de publication au journal européen quand c'est le cas en fonction des différents projets. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur cette plateforme. Bien évidemment, contactez nos référents CCI, notre référent CCI, et ensuite faites-vous connaître tout simplement par nous. Nous sommes très accessibles, que ce soit sur les réseaux sociaux ou nous sommes prêts à vous recevoir dans nos bureaux à La Défense. Et pour cela, donc, je vais vous partager donc, les différents contacts clés du groupe. Alors, pour ma part, donc, je suis en charge des gros lots EPCI, de tous les contrats des rangs 1, mais également de plein d'autres typologies de contrats, comme toutes les campagnes géosciences en mer, géophysique, recherche de mines, géotechnique.
tout ce qui est appareil de mesure, lidar, bouée, les certifications. Laurent en a parlé, les marinois anti-surveilleurs. Donc, je suis en charge donc, de tous ces achats-là. Et on a aussi une autre division plus transverse aussi au sein des projets qui est en charge d'autres prestations de conseil, de design, d'études. Donc n'hésitez pas à vous faire connaître de nos services. Vous avez également le contact de François Poidat, qui est donc notre support construction sur le projet de Courseulles-sur-Mer. Donc si vous allez avoir, vous souhaitez avoir des informations sur les activités en cours ou à venir, n'hésitez pas à nous contacter, ainsi que bien sûr Laurence Mag, ici présent. Et je crois que j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci Yasmine. Et Laurent? Oui, alors du coup, pour le projet Dieppe Tréport, on va avoir le même type de critères de sélection. Bien évidemment, c'est assez classique, mais je voulais faire un focus vraiment sur les accès au marché. Laurent l'a très justement indiqué avant, les opérateurs comme nous, on n'est pas les entreprises les plus intéressantes pour vous par rapport à un accès direct au business. On a des activités, certes, mais qui seront bien minimes par rapport à ce que nos sous-traitants de rang 1 auront à vous proposer. Du coup, l'intérêt qu'on a pour vous, finalement, c'est d'être l'intermédiaire entre vos activités et les propositions qui seront proposées par les rangs 1 et ainsi de vous faire référencer auprès d'eux. Du coup, voilà, il y a 3 types d'accès au marché. Le premier, nous, on émet un appel d'offres. Par exemple, un appel d'offres où on connaît les entreprises parce qu'on vous a déjà identifié, et alors on lance cet appel d'offres en consultation directe avec vous. La deuxième possibilité, c'est de passer par CCI Business ENR, ce qu'on fait de façon assez régulière, parce qu'on se dit, ok, on connaît sans doute des entreprises intéressantes normandes, mais on peut peut-être passer à côté d'une entreprise qui pourrait nous intéresser, et du coup, on veut s'assurer qu'on consulte tout le monde en passant par la plateforme et en lançant un AMI via CCI Business ENR. Enfin, donc là où il y aura le plus d'opportunités, c'est de vous mettre en relation avec nos entreprises de rang 1 qui seront en charge des études, de la construction et de l'installation de l'ensemble des éléments du parc, à savoir sous-station électrique, fondation, câble interéolienne et l'installation et la fabrication des machines Siemens, bien évidemment. Du coup, par rapport à cette stratégie de mise en relation, ce qu'on a fait avec Eric notamment, et ainsi qu'avec l'ensemble des clusters normands, c'est d'identifier des entreprises en avance de phase pour constituer une sorte de liste de fournisseurs de rang 2, dits de rang 2 et de rang 3. L'objectif de création de cette liste des fournisseurs était de pouvoir anticiper et pouvoir partager cette liste à nos sous-traitants potentiels de rang 1. Là, on a une liste de participants qui ont participé en tout cas à nos appels d'offres pour les principaux lots, et de proposer cette liste en avance de phase. Et c'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, on a eu des discussions avec eux, bien évidemment, sur les parties de scope qui pourraient sous-traiter localement. Des discussions qu'on a eues également avec Siemens Gamesa. Et l'objectif maintenant, c'est de convertir cela de façon contractuelle avec eux, de les faire s'engager à minima sur des exigences en termes de local content, sans pour autant pouvoir imposer une entreprise, mais de convertir ce travail de façon contractuelle. Une fois qu'ils seront sélectionnés, donc pour l'ensemble des lots, comme je l'ai dit précédemment, on aura des signatures en septembre avec l'ensemble de nos principaux contracteurs. C'est de vous introduire à eux, en vous partageant par exemple le contact de leurs acheteurs, en vous partageant les process de référencement au sein de leur entreprise, et en organisant des événements de ce type, B2B, avec des réunions de présentation de leurs activités et des rencontres dans l'après-midi, par exemple, en tête-à-tête avec l'ensemble de leurs acheteurs. Donc cet événement est prévu à l'automne de cette année, une fois que toutes les signatures seront effectuées. Si on peut partager en avance de phase, avant cet événement, des contacts et déjà favoriser une introduction de vos entreprises auprès d'eux, nous le ferons. Mais voilà, en tout cas, à l'automne, il y aura un événement qui sera organisé en Normandie pour cette première mise en relation. Et ensuite, une fois que ce sera fait, ce qu'on a déjà fait d'ailleurs avec Siemens Gamesa, on organisera tout au long de la vie et de l'exécution du contrat, des réunions de suivi avec nos fournisseurs de rang 1 pour voir, voilà, tiens, avant qu'on ait signé le contrat, vous nous avez dit que cette activité-là pourrait potentiellement être sous-traitée localement. Nous, on vous avait proposé des entreprises qui sont telle et telle et telle entreprise. Qu'en est-il ?
est-ce que vous les avez sélectionnés? Si vous ne les avez pas sélectionnés, pourquoi? En fait, l'idée ici, c'est de nous assurer que vous avez un retour vis-à-vis de la part de ces entreprises de rang 1 et de s'assurer que le travail a été fait, que vous avez eu une chance de pouvoir participer, de pouvoir obtenir un contrat avec eux. Merci beaucoup, Laurent. Vraiment bravo aux intervenants, parce que en tout cas, c'est mon ressenti. On a vraiment appris beaucoup de choses, y compris ceux qui sont déjà depuis un certain temps sur le sujet. Enfin, pour moi, il y a vraiment des choses qui sont nouvelles et qui sont tout à fait réconfortantes. Alors, on est ensemble ici dans cette salle pour échanger, hein, pas simplement pour qu'il y ait donc une information descendante. Donc c'est un des moments de cet événement pour vous de poser des questions si vous en avez. Bonjour mesdames, messieurs, bonjour à tous. C'est bien, vous parlez de local content, donc ça fait plaisir. Nous, acteurs de la filière, ça fait quand même 10 ans qu'on milite et qu'on soutient le projet. Maintenant, local content, faut quand même vraiment bien le faire, parce que quand on apprend dans les journaux que des bateaux vont être fabriqués dans le sud de la France, ça nous fait un peu mal, on n'est pas consulté. Et il ne faudra pas que ça fasse pareil pour le reste des lots qui traitent, qui seront à venir. Donc vraiment, fléchez bien les entreprises locales. Et faites bien le travail à ce niveau-là, parce que nous, on a fait le travail en amont, on vous a bien aidé, hein, on a porté le projet, donc je le répète. Donc, prenez garde, parce que je pense que si les gens ici n'ont pas de retombées, il y aura des cris. Voilà. Merci. Fabrice. D'autres interventions, remarques ou questions? Oui, bonjour. Sébastien. Une petite question d'actualité quelque part. Je pense en particulier en ce moment à l'explosion des prix de la matière première, en particulier des aciers. Comment est-ce que ça affecte alors les projets qui sont en cours de déploiement maintenant et de fabrication, et aussi l'économie des projets qui, pour le coup, sont en cours d'attribution. Donc, est-ce que ça a un impact, et si oui, de quelle nature? Peut-être que je peux parler pour le projet Dieppe Le Tréport. On n'a pas la chance d'avoir signé nos contrats. Cette crise, cette guerre en Ukraine a provoqué, mais aussi le Covid avant, hein, a provoqué une explosion des prix du métal. Et ça a un énorme impact sur le prix, effectivement, qu'on est en train de négocier actuellement. Ça retarde aussi ça a retardé la signature des contrats, et ça complexifie un peu le process. Après, les projets, voilà, nous, l'objectif dans tous les cas, c'est d'aller au bout. Ça a toujours été cet objectif qu'on avait en tête. Ça crée plus de négociations, ça crée plus de coûts, effectivement, mais c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé. Mais aujourd'hui, ça n'empêchera pas le projet de se faire. Bonjour, Michel Prieur, je suis directeur de projet sur la O4, mais aussi responsable des contrats pour EDF Renouvelables. Donc en fait, pour les contrats signés, ce n'est pas réellement un problème, parce qu'il y a des formules d'indexation. Donc en fait, on part d'un prix, il est indexé à travers des formules, et du coup, si la formule est bien faite, tout le monde s'y retrouve d'une certaine façon. Et par ailleurs, dans les contrats qu'il y a vis-à-vis de l'État, il y a aussi une indexation de ces prix. Et donc finalement, sur le prix de l'électricité, on peut s'y retrouver. Alors il y a des cas extrêmes où on ne s'y retrouve pas. Parfois on gagne, parfois on perd. Mais en moyenne, c'est pas si mal que ça. Merci Michel. Oui. Bonjour. Allez-y. Allez-y. Quand vous parlez, ça va venir. Ça va. Bonjour, Monsieur Daumoin, compagnie Mont-Blanc Hélicoptère, groupe HBG France. J'entends beaucoup parler pour la phase travaux et entretien du besoin des bateaux, mais qu'en est-il des besoins héliportés sur vos sites ? Oui, alors sur les besoins héliportés, hein, je vais juste faire un retour d'expérience sur Saint-Nazaire. Ils ont été exprimés de manière
ponctuelles par nos partenaires installateurs. Donc en fait, on en revient à l'élément précédent. C'est très important d'anticiper, d'être en contact avec nos grands installateurs, parce qu'effectivement, les grands équipages sur des navires d'installation tels que celui qu'on a vu, le Sea Installer, ou d'autres, hein, qui sont avec beaucoup de personnel, il y a des transferts par hélicoptère. Donc nous, on a servi de mise en contact dans le cadre de Saint-Nazaire, avec en particulier, c'était DME qui, dans le groupement FH pour les fondations, a exprimé des besoins de transfert en hélicoptère. Alors attention, le besoin en hélicoptère, c'est des hélicoptères spécifiques. C'est pas les hélicoptères habituels, et il y a eu justement une difficulté d'anticipation pour les entreprises, dans ce cas-là c'était les Pays de la Loire, qui ne disposaient pas du matériel d'hélicoptères utilisés en offshore, qui sont de grandes capacités, et de mémoire, je vais peut-être dire des bêtises, mais c'était des hélicos qui étaient à 5-6 millions d'euros, c'était pas l'hélico avec lequel on fait voilà, je sais pas, une balade touristique autour du Mont Saint-Michel. Donc c'est important pour vous d'être en contact très en avance avec eux pour voir le type de machine et pouvoir anticiper. Donc il y aura des besoins, et n'hésitez pas à rentrer en contact avec notre aide, avec nos partenaires de rang 1. Oui, Merci. on parle d'hélico biturbine type C145 et ainsi de suite. Mais justement, nous disposons au niveau de la compagnie de ce genre de matériel. Et aujourd'hui, on voit que c'est des compagnies étrangères qui viennent sur le sol français pour aujourd'hui faire les transferts, que ce soit à Saint-Nazaire ou à Saint-Brieuc, et non pas les compagnies françaises. Oui, c'est pour ça que là, nous, on a eu avec DME effectivement sur Saint-Nazaire, il y a eu effectivement des discussions en disant vous nous avez dit vous avez besoin d'hélicoptères, et les entreprises qui avaient répondu, qui étaient des entreprises régionales, hein, donc de Pays de la Loire, n'avaient pas le type d'hélicoptère. Donc c'est important de ne pas se louper sur la Normandie, et donc d'être en contact avec alors nous les principaux partenaires installateurs, c'est Jeanne Denul, hein, pour l'installation, c'est avec le vol au vent. Donc venez me donner votre carte, et puis je vous mettrai en contact avec les gens de Jeanne Denul, de DME, qui aussi fait de l'installation. Et puis sur d'autres projets, vous avez entendu Van Nord pour Saint-Brieuc. Je crois que vraiment il faut montrer aux étrangers qu'il y a aussi des hélicos de grande capacité en France. Voilà, merci. Voilà, donc on va prendre éventuellement une dernière question. Bonjour, Simon Merland, Néodyme. Alors nous, on fait de l'HSE. Alors je peux comprendre qu'il y ait sur les installations, sur la construction, il y a des choses qu'on ne sait pas faire en France parce qu'on n'a pas l'habitude de l'offshore. En revanche, quand je vois Petrofac, ça c'est pas bien français. Si c'est pour fournir du personnel, je pense qu'en France on peut trouver. Hein, je parle pas nécessairement en mon nom, mais pour moi Petrofac c'est des Anglais ou des Saoudiens, je sais plus. J'espère qu'on pourra être sollicité pour fournir du support, du conseil, de l'ingénierie à tous les projets, au-delà d'anglais ou de saoudiens ou de je ne sais pas quel fournisseur de services. Voilà. Merci. Non, je vais juste rebondir sur Petrofac. Hein, ils ont participé, mais ils sont très vite sortis des appels d'offres. Aujourd'hui, on passe par de très nombreuses sociétés de prestations sur tout type de sujet. Les prestations, voilà, l'idée, hein, si vous souhaitez participer, c'est de vous faire référencer chez nous pour vous pouvoir vous intégrer dans le cadre d'un référencement et pouvoir vous consulter sur l'ensemble de nos besoins. Nos besoins sont généralement staffés soit par nos actionnaires qui fournissent et qui détachent du personnel, soit le personnel est embauché directement au sein de la société de projet. Et la dernière possibilité, c'est de passer par des sociétés de prestations. Voilà, je pourrais vous communiquer l'ensemble des besoins qu'on va avoir. On est actuellement en train de travailler sur de nombreux besoins, notamment sur les aspects QAQC. On a aussi des besoins sur les aspects HSE également, mais notamment QAQC pour les phases d'inspection. On parle d'une cinquantaine de positions à venir, et on est en train de mettre en place un contrat cadre avec des entreprises pour nous fournir des prestations. Je viens moi-même, dans ma précédente expérience, d'une société de conseil. Du coup, je sais exactement l'importance de pouvoir anticiper
anticiper les besoins, pour pouvoir vous les partager, pour que vous, de votre côté, vous puissiez adapter votre recrutement. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille, parce que là, on rentre vraiment dans une phase d'exécution. On aura besoin des personnes expérimentées pour suivre nos sous-traitants de rang 1, pour s'assurer que la qualité, que la sécurité est bien respectée. Et c'est un travail qui est en cours et qui sera partagé à toutes les entreprises référencées fournissant de la prestation chez nous. Merci beaucoup. On va prendre une petite pause. Juste un petit mot. Là, les quelques interventions ont souligné une chose importante, c'est que le local content est évidemment intimement lié avec l'acceptabilité des projets. Et donc, c'est évidemment un souci aussi pour les grands faiseurs. Donc, on a une communauté d'intérêt et cette journée est vraiment là pour nous aider à connecter correctement et à ne pas passer demain à côté des contrats qui seront proposés. Donc, voilà, c'est vraiment ça l'objectif de la journée et j'espère encore une fois que ça sera fructueux pour vous. Donc, merci pour ces premiers échanges et je vous invite à prendre une petite pause maintenant pour 20 minutes.